Bonjour mesdames et messieurs, donc je ne vais pas faire beaucoup d'introductions. Vous vous demandez c'est quoi le rapport de tout ça avec la musique, c'est ce que je me demande aussi, mais je vais essayer de vous convaincre. Donc, je vais vous parler du logiciel Antescofo qui est utilisé dans les deux pièces que vous allez entendre ce soir et des extraits que vous venez de voir, qui essaye de coordonner le temps musical entre l'humain et la machine. Donc, par exemple, dans l'extrait de violon avec Hesson sur la pièce de Philippe Manoury que vous avez entendu, vous avez compris que la machine en fait, est capable de comprendre le tempo du musicien et l'utiliser pour l'interpréter sa propre partie. En fait, il s'agit du système Antescofo. Donc, puisqu'on a entendu beaucoup de musique, je vais vous faire écouter un peu une sorte de musique un peu différente pour illustrer bien mes propos. Donc, sur cette vidéo, nous allons voir un pianiste vraiment amateur qui ne joue pas bien, qui va jouer un concerto chez lui à la maison. Donc normalement, on ne peut pas jouer des concertos à la maison parce qu'on n'a pas des orchestres dans notre salon. Donc lui, il va utiliser un iPad qui a un enregistrement de l'orchestre dedans. Il va choisir l'endroit où il veut jouer et il joue. Respecte pas le rythme. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'est pas en train de jouer sur la bande de l'orchestre, mais c'est la bande d'orchestre qui est en train d'adapter à lui quand il joue. Ça veut dire que la tablette est en train d'écouter en fait ce qu'il est en train de jouer. Et il adapte en fait l'interprétation d'un banc de son, comme les CD que vous avez, qui est souvent figé dans une tyrannie de temps absolue. Ici, on essaie de le casser en fait, et rendre l'interprétation de cette pièce disponible pour ce pianiste amateur. Évidemment, s'il fait des fausses notes, l'avion ne peut pas arrêter, on continue. Donc, comme s'il y a deux musiciens qui jouent ensemble. Donc, je pense que vous avez compris l'idée. Donc, ça, c'est le... Donc, je pense que vous avez compris un peu l'idée. Donc, déjà dans cet exemple extrêmement simpliste, en fait, il y a plusieurs temps qui sont en jeu. Donc, il y a évidemment les temps symboliques d'une partition de musique, parce qu'il est en train de lire une partition qui a été écrite par un compositeur, en l'occurrence ici Mozart. Et ensuite, il y a le temps du signal audio, c'est le banc de son, en fait, enregistré par un orchestre. Donc, il s'agit des échantillons sonores, en fait, avec une représentation complètement différente et une échelle de temps très, très différente. Ensuite, évidemment, il y a une machine qui est sur le piano, qui a ses propres temps multiples. Il y a le temps de calcul, ou plutôt les temps de calcul. Il y a le temps qui est avec un horloge différent pour sortir le son des haut-parleurs pour que ça arrive au bon moment. Il y a le temps d'affichage, parce qu'il y a une partition qui est affichée et que vous avez vu qu'il tourne la page pour le musicien. Il y a aussi le temps qu'il faut pour aller dans le mémoire de l'ordinateur, lire les informations nécessaires à temps pour que le musicien l'entende aussi à temps via d'autres procédés. Et ensuite, il y a les temps humains. Donc, il y a le temps en fait, que le musicien interprète, utilise pour fournir son interprétation, que Philippe a très bien parlé. Et moi, j'ajouterai une petite touche aussi, la peau du temps, dont Gérard Griset, le compositeur français, parle très bien dans un de ses articles qui a inspiré le titre de cet exposé, qui est un temps presque mystique, qui est le temps de la perception de la musique et comment en fait on aperçoit le passage du temps. Et donc pour aborder cette question, pour réunir, disons, tous ces temps difficiles et hétérogènes, il faut oublier les machines et il faut regarder l'homme. Donc quand vous allez à un concert, sans ordinateur hein, pour l'instant, bah, il y a souvent plusieurs musiciens qui jouent. Ici, c'est Koto Aratiti. Ils ont chacun sa propre partition.
S'il s'agit d'une pièce que vous avez connue auparavant, un auteur de Mozart ou Beethoven, que vous connaissez même par cœur, vous savez pertinemment ce que vous allez entendre, mais vous savez pertinemment que ça va être différent. Chaque musicien a sa propre partition, mais on attend un résultat déterministe. On veut entendre la pièce qu'on connaît. Malgré ce déterminisme global de la pièce, l'interprétation va être différente. Qu'est-ce qui se passe sur scène? Chaque musicien interprète sa propre partition en coordination avec les autres musiciens sur scène et en synchronisant en temps réel sur scène sa propre partie pour avoir ce résultat cohérent et déterministe, même s'ils sont en train de complètement changer certaines natures de la pièce pour fournir une interprétation. Donc, en fait, je suis en train de vous parler d'un phénomène musical banal, mais avec des termes informatiques, pour vous montrer à quel point, en fait, ce phénomène est en analogie avec des ailes d'avion et des rafales dont Gérard Berry parlait. Et dans le contexte pratique, par exemple, de concert de ce soir, nous avons une association des ordinateurs avec des musiciens humains. Donc, typiquement, Hesson ou les deux pianistes avec des ordinateurs qui sont derrière à la régie. Et donc, ça, c'est ce qui se passe en temps réel. C'est le calcul temps réel ou l'interprétation musicale. Mais avant cela, il y a une phase de composition, il y a le temps de composition qui est en analogie avec la programmation. Donc, si vous voulez, à une époque, on écrivait des partitions comme celle de gauche. Aujourd'hui, on utilise toujours les mêmes procédés, mais les langages ont évolué pour accepter d'autres types d'expressivité, notamment avec les machines. Et donc, ces deux phases, on ne peut pas les dissocier. Donc, de même façon que l'avion qui ne se trompe pas pendant le vol, il ne se trompe pas, il ne s'arrête pas parce que quelqu'un a bien programmé le comportement de l'avion malgré le fait qu'on ne peut pas savoir comment le vent va se comporter. Il y a un compositeur aussi qui a composé une pièce en anticipant plusieurs situations et ensuite ça se réalise sur scène. Donc ça, c'est l'analogie entre les deux. Alors, le contexte informatique de ce type d'interaction musicale que je viens de vous décrire est le suivant. Donc, la machine, tout d'abord, doit être capable d'écouter, entendre la musique. Donc, on doit pouvoir simuler une sorte d'oreille artificielle pour la machine, de même façon que les musiciens ils s'écoutent en fait pour pouvoir synchroniser. Et en deuxième lieu, il faut qu'en fonction de cette perception artificielle, il faut qu'il soit capable de réagir pour entreprendre et interpréter ses propres actions. Donc ça, c'est la partie vraiment système temps réel tel que ça se trouve sur les avions. Alors, en fait, pour vous dire, nous avons beaucoup de mal souvent à décrire l'essence même de système Antescofo. En discutant avec un de mes collègues ce matin, il m'a donné une description vraiment intéressante. Et pour ça, je vais revenir encore sur l'humain. Quand les musiciens humains jouent ensemble, il y a un phénomène extrêmement important qui est le phénomène d'anticipation. Donc, quand il y a 4 musiciens qui jouent, je sais pas moi, le grand coauteur de Beethoven, qui a un Succio de fugue, il y a tellement de phrasés entremêlés qu'on ne peut pas dire qu'ils sont en train de jouer ensemble parce qu'ils ont une écoute parfaite. D'ailleurs, l'écoute parfaite n'existe pas. Ils sont capables d'anticiper, ils sont capables de finir les phrases ensemble, et cette capacité d'anticipation est extrêmement importante. Et par ailleurs, le compositeur qui est en train de composer chez lui, pour un orchestre de 150 personnes, il n'a pas un orchestre à sa disposition pour l'écrire, il est en train d'anticiper comment son écriture va s'incarner sur scène. Donc, quelque part, en mélangeant en fait une capacité d'écoute, de perception artificielle, et en donnant à la machine la capacité de réagir à interpréter, l'enjeu principal en fait pour Antescofo devient de travailler avec l'anticipation, de pouvoir décrire l'anticipation au moment d'écriture
ou programmation ou composition, et pouvoir gérer l'anticipation au moment d'exécution. Et pour cela, je voulais vous faire une petite démonstration, mais je vais peut-être le sauter, mais, puisqu'on a un quart d'heure. Mais ce phénomène d'anticipation existe dans toute forme de musique et toute pratique musicale de toutes les cultures. Alors, une fois qu'on sait que c'est l'enjeu principal, d'ailleurs le hanté de Antescofo vient de anticipation, donc c'était vraiment au corps de notre projet. Pendant des années, en fait, l'erreur que nous, les informaticiens dans le domaine musical, ont commis, c'était de dire que pendant des années, en fait, on a essayé d'imposer nos langages aux musiciens, aux compositeurs, et j'ai envie de dire que finalement, ils ont réussi à nous imposer leur langage. Donc, il y a eu un moment, en fait, dans les années 2007, quand j'étais en études, disons, je travaillais principalement sur la capacité d'écoute et on essayait de faire une machine en fait, qui a une écoute parfaite. Donc, si vous voulez, à un moment donné, on s'est rendu compte que la machine ne peut pas avoir une écoute parfaite, surtout pendant un concert. Et donc, si on doit compter sur une écoute parfaite, on est sûr que le concert va se planter. Et, souvent, c'est ce qui se passait avant 2007, je peux le dire tranquillement maintenant que je suis sorti de l'IRCAM. Et donc, on s'est dit qu'il faut qu'on laisse la machine se tromper. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait si la machine se trompe? Si on doit accepter que la machine se trompe, comme des collègues musiciens qui doivent accepter qu'ils vont se tromper, mais ils ne vont pas pourtant cracher le concert, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, on a décidé de voir comment ils travaillent ensemble. Et petit à petit, l'idée, en fait, d'inventer un langage qui permet aux compositeurs d'exprimer l'anticipation et la structure musicale s'est imposée. Et c'était à peu près à ce même moment que j'ai vu le même diaporama que Gérard vous a montré avec les musiciens ici au Collège de France. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des structures, en fait, d'expressivité des langages qui étaient extrêmement similaires. Et on a commencé à construire un langage. Et donc, le système Antescofo est un langage informatique qui permet d'écrire et d'écrire comment le temps passe. Donc, comment le temps passe, il y a aussi une erreur, comment les temps passent. Parce qu'il y a le temps strié, il y a le temps lisse, il y a aussi le hors-temps. C'est un phénomène assez particulier en musique, même en musique classique, par exemple, les notes apogéatures, on peut les considérer hors temps. C'est des événements qui existent dans l'espace musical, mais qui ne contribuent pas à la temporalité de l'interprétation. Il faut les écrire et pouvoir, le moment où on est en train d'écrire ces différents temps, anticiper comment ils vont sonner, de la même façon qu'on est capable d'écrire pour 150 musiciens chez soi. Ensuite, il faut assurer que ce qui est écrit et ce qui va être entendu sur scène, malgré les fautes de la machine et aussi malgré les fautes des musiciens humains, même s'ils ne font jamais des fautes, on le sait. Mais surtout, malgré les variations imprévues dans l'environnement, comme un changement de tempo, comme des changements de dynamique, et évidemment être tolérant aux fautes. Donc, le langage Antescofo, c'est un langage qui est proche aux structures que les compositeurs ont l'habitude d'écrire de la musique électroacoustique avant nous. On a essayé juste de leur donner des outils en fait, pour organiser le temps. Donc, le compositeur devient un programmeur, même s'il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte. Et la notion de la partition musicale, c'est exactement comme Philippe décrit comme une partition virtuelle, mais c'est une partition virtuelle qui réunit à la fois la partition pour l'être humain et aussi la partition musicale pour l'ordinateur. Pourquoi? Parce que pour pouvoir anticiper comment le temps va se passer, par exemple pour un grand orchestre, vous regardez une grande partition d'orchestre, vous avez tous les instruments l'un après l'autre. Ici, c'est pareil. On peut, en étant malin, avoir une écriture du temps, en fait, où au moment d'écriture
sur papier, ces temps peuvent coexister et qu'on puisse anticiper comment ils vont se sonner, même si les natures du temps de calcul pour la machine et comment le temps passe, le temps strié, le temps pulsé pour le musicien humain ne sont pas pareils. Et évidemment, ce langage a des constructions qui ressemblent à pas mal de langages, mais il y a énormément de structures temporelles qui sont peut-être la particularité de notre langage. Et notamment, il y a un système d'héritage temporel qui est extrêmement important, parce que dans l'exemple de concerto piano qu'on vient de voir, je vous ai décrit en fait les différents temps en fait, qui coexistent, et en fait ils doivent tout le temps communiquer entre eux pour que l'affichage soit bien, le son sort bien, le micro entend bien le musicien, que la machine fasse le calcul pour l'oreille artificielle, etc. Et en fait, pour coordonner ces différents temps, il faut qu'on puisse hériter ou passer d'un temps à l'autre. Et ça, on peut le faire facilement dans les programmes en Antescofo. Donc ici, vous voyez un programme extrêmement bête qui fait une ligne droite. C'est ce qu'on appelle un processus qui, en fait, pour nous, en langage musical, c'est comme un loop, c'est comme un boucle musicale, en fait. On va lui demander chaque 0,1 pulsation, en fait, d'augmenter un peu sa valeur. Et si on l'imprime, en fait, il va donner une ligne, tout simplement. Ce que je peux faire, est-ce que je peux dire que ce processus qu'on vient en eau, son temps, on peut lui dire comment son temps va passer. Donc ici, en fait, je vais lui dire que, écoute, avant, ton temps était en train de passer de façon linéaire. Maintenant, ton temps va se passer en suivant ce courbe-là. Donc, ce courbe-là qui est écrit, en fait, avec ce bout de code ici. Et si je l'exécute, en fait, il va me donner une structure telle qu'elle, un peu courbée. Donc on voit qu'en fait déjà on est dans une relation qui n'est pas 100% linéaire et on peut faire, voilà, évidemment on va lui dire que ton temps en fait passe tel que c'est écrit au-dessus et encore, on peut aller encore plus loin et associer le temps d'une troisième exécution de même processus pourtant très simple avec le temps de ce courbe qu'on vient voir ici. En fait, ça nous produit d'autres résultats. En fait, ici, je suis en train de vous montrer la simplicité avec laquelle les compositeurs, en fait, ils peuvent composer des héritages temporels et des structures hiérarchiques temporelles telles qu'ils ont pourtant l'habitude de faire, mais qu'avant, avec les langages habituels, c'était extrêmement difficile. Donc, c'est un peu comme le programme Abro dont Gérard montrait, qui, avec les automates, devient très, très compliqué, mais que juste en regardant comment les compositeurs les expriment, en fait, on peut le rendre plus facile avec des langages dédiés. Et donc, nous avons produit un langage, en fait, qui permet aux compositeurs de décrire ces différents temps ensemble. Donc, vous avez vu pas mal de partitions de Philippe Manoury. Ici, on voit une partition de la compositrice Julia Blondeau de la pièce Nachtleven de 2014, de Julia Blondeau, qui a eu une création juste vendredi dernier à la Philharmonie. C'est une partition où les trois portées en haut sont pour des musiciens humains et les parties en bas, c'est une description en fait, de la partie électronique qui ont été réalisées dans Antescofo. On voit très bien en fait, qu'il y a à la fois le temps pulsé, le temps lisse, le temps continu, ou aussi des chiffres ou d'autres indications qui coexistent. Ensuite, se pose la grande question de comment prédire ou anticiper les temps. Parce que, comme je vous ai dit, on peut avoir un langage extrêmement intelligent qui nous permet d'imaginer augmenter notre expressivité. Après, une fois qu'on va sur scène, il faut pouvoir anticiper, prédire la relation entre tous ces différents temps pour que les choses se passent au bon moment ou au meilleur moment possible dans le contexte. Sans rentrer trop dans les détails, il s'agit d'un phénomène, encore une fois, on va oublier les machines, on va regarder la nature. La synchronie entre les différentes horloges, c'est notre affaire quotidienne et ça existe dans la nature, dans toutes ses formes possibles. Et c'est un phénomène qui a été étudié
au XVIIe siècle par Christian Huygens. Il s'agit de Sympathie des horloges. Et donc, pour vous illustrer c'est quoi la sympathie des horloges, je vais juste vous montrer une petite vidéo qui explique tout. Donc, on va lancer plusieurs horloges, ici des métronomes. Donc, ils sont complètement désordonnés. Maintenant, on va les mettre sur une surface où ils vont être mécaniquement liés. Et en espace de quelques secondes, ils se synchronisent. Mesdames et messieurs, Sympathie des horloges découvert par Christian Huygens. En fait, dans le système Antescophore, on utilise le même phénomène. Il y a plusieurs horloges, vous avez vu tous les différents types d'horloges, pour pouvoir surtout anticiper l'horloge humain, parce que pour pouvoir interpréter un morceau de musique, il faut qu'on puisse prédire ou anticiper qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. On utilise des procédés similaires, on voit très bien que ça converge. Je ne suis pas biologiste pour savoir exactement pourquoi, mais on a un procédé similaire avec des algorithmes d'intelligence artificielle qui, en écoutant les musiciens, essaient de prédire l'avenir et faire le meilleur possible en fait, pour qu'ils soient tout le temps ensemble. Et ce phénomène d'anticipation dans le système Antescophore, ça se passe à chaque instant et sur toutes les différentes échelles du temps qui est décrit dans la partition. Ah oui. Alors, peut-être pour terminer, donc aujourd'hui nous sommes sortis du laboratoire. Nous avons eu énormément de chance de travailler avec beaucoup de compositeurs et beaucoup de musiciens, dont Philippe, qui ont largement contribué à la maturité de notre système. Et si vous avez vu qu'aujourd'hui les pianistes amateurs vont pouvoir jouer des concertos chez eux, ce n'est pas parce qu'on a travaillé pour arriver avec des amateurs, c'est simplement parce qu'on a pu travailler avec des compositeurs, des musiciens de haut niveau qui ont toujours poussé les frontières plus loin. Et aujourd'hui, on est capable de faire des choses comme celle-ci. C'est pareil, c'est l'orchestre qui est en train de s'adapter à la chanteuse. Ouais, et en fait l'orchestre est sur l'iPhone, donc elle est en train d'écouter l'iPhone. Nous sommes en train de tester ça aujourd'hui avec des centaines de musiciens à Paris. Ah oui. Avec des centaines de musiciens à Paris qui va être bientôt disponible pour tous les musiciens sur toute forme de répertoire. Ce travail, évidemment, n'était pas possible sans la contribution de mes collègues, et notamment Philippe Cuvillier, Jean-Louis Javito, José Echevest, mais également Julia Blondo, la compositrice dont on a vu la partition. J'aimerais bien, pour terminer, dédier ma portion de ce séminaire à la mémoire de David Wessel, qui nous a quittés il y a quelques semaines, et sans qui je ne pourrais jamais réfléchir à faire de la recherche sur le sujet de l'anticipation. Je vous remercie.